L'art de lire, c'est du bonheur. Merci à Guillaume Coudray d'être présent justement sur ce salon du livre Notre-Dame de Lille, 5e salon. C'est la première fois, Guillaume, je pense que tu viens ici. En tout cas, merci d'être là. Comment vas-tu? Très bien, merci. En bonne forme? Absolument. Absolument. Donc c'est la première fois que tu viens ici? Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a fait venir jusqu'ici alors? Pourquoi merci? Vouloir promouvoir le bien manger. C'est-à-dire qu'en Normandie, s'il y a bien un endroit où entre le camembert, l'andouillette, même si c'est pas spécifiquement du cru, en descendant un peu la Seine encore, on va trouver toutes sortes de produits merveilleux. Entre le camembert, le beurre, l'andouillette, le cidre, etc. S'il y avait un endroit où on peut promouvoir comme ça et parler entre amis d'une alimentation de terroir mais saine, c'est bien ici. La Normandie, donc on va commencer de l'Eure, l'Orne, Calvados, la Manche. On est vraiment dans une diversité entre les fromages et surtout, on va dire aussi de la charcuterie. Exactement. C'est un peu un sujet, on va dire tabou, on va dire, ou pas? Alors, en tout cas, je dirais controversé. C'est-à-dire c'est un sujet sur lequel il faut faire attention à ce qu'on dit parce que certains industriels ne sont pas toujours très réceptifs ou en tout cas très favorables à ce qu'on dise la vérité sur leurs produits. Est-ce que c'est un côté commercial? Oui, parce que moi je m'intéresse à deux additifs, le nitrate de potassium et le nitrite de sodium, deux additifs qu'on utilise dans les charcuteries, qui sont majoritairement répandus dans la charcuterie industrielle. Quand je parle de charcuterie, ça veut dire aussi bien saucisson, donc les produits secs, mais aussi bien le jambon, le lait, lardon, tous les produits en fait sont appelés viande transformée. Et dans ces produits, ces additifs, en fait, ils ont plein de fonctions, dont des fonctions d'accélération de la production, de réduction des coûts de production, et donc, comme tu le dis, c'est commercial. C'est-à-dire que si on supprime ces additifs délétères, cancérogènes, eh bien, ça coûte un peu plus cher de produire ces aliments. Ce qui est quand même dommage, c'est de transformer ces produits, et c'est pour ça que les gens n'ont plus de goût à la fois. Oui, ce qui est pathétique, et ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait, on peut tout à fait produire des charcuteries de bien meilleure qualité sans avoir recours à ces additifs délétères. Comme faisaient nos anciens. Voilà, alors après, ce qui est compliqué, c'est que pour justifier l'usage des additifs nitrés, donc le nitrate de potassium, le nitrite de sodium, ces deux additifs qui donnent naissance à des molécules cancérogènes, eh bien les industriels ont fait croire, ont un peu réécrit l'histoire, si tu veux, et ont fait croire que les anciens, nos ancêtres, aux hommes du néolithique, utilisaient ces additifs nitrés. En fait, c'est totalement un mensonge lorsqu'on fouille dans les archives. C'est ça mon métier à l'origine, c'est d'aller chercher justement quelles étaient les vieilles recettes, quelles étaient les anciennes techniques de fabrication, quelle est l'histoire de la charcuterie. La vieille recette de Michel Oliver, en fait, je remonte beaucoup plus loin, c'est-à-dire que moi, mon travail, ça a été justement d'aller fouiller dans l'histoire administrative, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les archives des ministères, dans les archives nationales, aussi bien en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, etc., pour essayer de comprendre comment les charcuteries étaient devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'on les accepte comme, par exemple, le jambon, le jambon coquillette. Donc voilà, nous, toi comme moi, on sait très bien que le jambon, il est rose. Mais en fait, alors pourquoi on l'appelle jambon blanc? C'est ça la question. Eh bien, quand on remonte dans les archives, quand on va chercher à quel moment les processus ont commencé à changer, eh on découvre qu'à un certain moment, par exemple en 1964, eh bien, le ministère de l'Agriculture, contre l'avis de l'Académie de médecine, a autorisé l'utilisation du nitrite de sodium. On découvre qu'en 1912, a été légalisé en France l'utilisation du nitrate de potassium. Et donc c'est comme ça qu'on reconstitue par une étude des
documents d'époque. Des archives. Voilà, des archives. On fouille dans les papiers des ministères et on commence à voir réapparaître l'histoire de l'industrialisation et de l'arrivée de la Chine dans les aciers. Alors, on va continuer justement cette interview. Avant tout, Guillaume, je voudrais te demander, parce qu'on va refaire aussi les archives de ta vie. Tu es diplômé de Sciences Po, journaliste, réalisateur aussi. Quel souvenir as-tu gardé de cette formation du cinéma documentaire exactement au sein du studio Kinema, c'est ça? Voilà, c'était une époque assez particulière puisque c'était après donc, mes études où je faisais j'étais dans un laboratoire qui s'appelait le Centre de sociologie administrative, donc qui était un laboratoire de la Fondation nationale des sciences politiques, donc quelque chose de très académique à Paris. Et j'avais bifurqué vers un studio, à l'époque c'était le fin fond de l'Europe, c'était la Lituanie. Oui. Donc j'avais suivi un réalisateur, producteur de documentaires et de films de fiction qui s'appelle Charles Bartas, qui est un artiste et un réalisateur très pointu. Donc voilà, c'est sur le tas, dans le studio Kinema à Vilnius, que j'ai appris ce métier, en sachant en même temps que voilà, c'était le côté technique et le côté organisationnel de la production audiovisuelle qui m'intéressait de découvrir à l'époque. Mais en même temps, dans mon activité aujourd'hui, je sais bien que ce qui compte, c'est surtout la partie, j'allais dire, académique ou intellectuelle de ma formation initiale, plus que ce que j'ai appris à Vilnius. Et par la suite, spécialité sur l'industriel, alimentaire. Je me suis... en particulier la viande transformée, justement, on en parlait tout à l'heure. L'impact sur la santé d'hier et d'aujourd'hui, elle est énorme. Voilà, moi j'avais pas prévu, quand j'ai commencé, il y a presque 15 ans maintenant, quand j'ai commencé à travailler sur les additifs nitrés, j'avais pas prévu d'y consacrer 2 livres et d'y consacrer autant de temps de ma vie. Pas prévu du tout? Non, pas du tout. Moi j'avais commencé, c'était dans le cadre de la production d'un film documentaire. Au cours d'une enquête que j'avais faite dans un petit archipel de la mer du Nord qui s'appelle les îles Féroé, qui est une position danoise, j'avais rencontré cette problématique nitrate-nitrite au cours de travaux, je lisais les publications de chercheurs en épidémiologie, en particulier un épidémiologiste allemand qui s'appelait Klaus Lauer, et le tout premier article scientifique sur cette problématique nitrate-nitrite, c'était un article de Klaus Lauer qui s'appelait « L'histoire de l'utilisation du nitrite dans les anciens livres de fabrication de charcuterie allemande ». Quand j'ai repris cette thématique au début, vers 2010-2012, c'était dans le cadre d'un film documentaire qu'on développait. Développer, ça veut dire écrire, faire la recherche initiale, etc. Et je pensais que ça allait être l'histoire d'un an de recherche, de travail, d'écriture. Et puis finalement, des choses tout à fait étonnantes sont venues. J'ai commencé à comprendre que derrière ces charcuteries du quotidien, qui paraissent très banales, parce que nous sommes tous consommateurs de lardons, de knacks, de saucisses, etc. Oui, mais si tu veux, moi je n'avais pas compris au début qu'il y avait, au-delà de la problématique malbouffe, qu'il y avait une problématique politique. D'une sorte de falsification de la science et de transformation de la connaissance scientifique pour essayer de cacher. On essaie de cacher, on cache. Voilà, un peu comme sur le tabac. Donc c'est pour ça, moi j'ai commencé un peu en toute naïveté cette enquête, et ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment à un moment comprendre et là le projet a vraiment changé de perspective, à vraiment comprendre que, en fait, les industriels de la charcuterie qui utilisent ces additifs nitrés, donc le nitrate de potassium, le nitrite de sodium, pour avoir la couleur rose dans le jambon blanc, pour avoir la longue durée de vie dans les produits, pour avoir la rapidité de fabrication, pour le saucisson, le jambon sec, pour allonger la durée de conservation, minimiser les coûts, donner des produits plus attractifs, plus stables, minimiser le recours à un contrôle de la température, eh bien, ils savaient très bien tous les avantages considérables que ces additifs apportent.
Par contre, ce qu'il savait aussi, c'était les désavantages aussi considérables en termes d'impact sur la santé des consommateurs, et que ça, il s'était organisé, donc c'est pas spécialement les Français qui sont organisés, c'est avec le lobby américain des viandes nitrées qui, à partir des années 70, a commencé une énorme machination assez diabolique par certains aspects, jusqu'à vouloir faire croire aux consommateurs que ces additifs étaient là pour le protéger, voire même que c'était bon pour la santé. Certains ont en profité en disant non mais mangez du nitrate les amis, c'est bon pour votre circulation sanguine. Bref, moi dans le premier livre, j'ai essayé justement d'une part de retracer l'histoire des charcuteries industrielles et surtout de montrer comment cette controverse scientifique autour de l'impact cancérogène des additifs nitrés avait été transformée, déguisée, maquillée par des industriels et les mercenaires qui les rémunèrent grassement pour faire croire au public, comme ils l'ont fait sur le tabac, comme on le fait sur les pesticides, comme on l'a fait sur l'amiante. On ne le fait pas pour l'alcool pour l'instant, mais on devrait le faire. Alors voilà, en fait toute une stratégie volontaire, bien organisée de maquillage des connaissances scientifiques pour transformer une vérité qui gêne les industriels en une vérité qui plonge les consommateurs dans l'obscurité. Donc Guillaume, vous avez écrit donc, les cochonneries, comment la charcuterie est devenue un poison. Ça c'était le premier. Ça c'était le tout premier. C'est devenu en fait un tabou. Vous avez pu mener à bien votre investigation. On en est où à la date d'aujourd'hui? En fait, c'est ça qui a changé considérablement et qui a fait qu'on a fait un deuxième livre chez HarperCollins. C'est en fait, donc le premier livre c'était 2017 et la problématique était sous le radar. Ça veut dire que les industriels faisaient semblant qu'il n'y avait pas de problème et en gros, donc il y avait eu le livre, et puis un cache investigation sur France 2. Tout à fait, avec Yannis Lucet. Voilà, et donc on était allé vraiment interpeller les industriels en leur demandant mais alors est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Ils nous disent non, mais on ne sait pas trop, mais en tout cas il n'y a pas d'autre solution. Résultat des courses, quelques mois après, ils réagissaient. Et il commençait à sortir des gammes de produits. Qu'est-ce qui a fait scandale? C'est le livre La cochonnerie déjà, et après c'est justement le documentaire avec Yannis Lucet. C'est le tout, en fait, ça s'est passé dans l'autre sens, ça a été d'abord le cache, et puis après le livre qui est sorti, et c'est l'ensemble. Je pense que tout simplement la divulgation de ces problèmes a fait que, vous savez, le premier livre, je l'avais dédié aux charcutiers, aux vrais charcutiers. Et donc, d'une part, parce que moi-même, je consomme des charcuteries, j'adore les charcuteries, je dis souvent, j'ai été élevé à la Riette et au jambon de Bayonne, j'adore le jambon de Bayonne, je trouve que c'est un patrimoine fabuleux, le jambon de Bayonne, et donc en fait, moi j'ai des très bonnes relations avec de nombreux fabricants de charcuterie qui sont venus me voir, qui m'ont même envoyé des messages en me disant c'est super, ce livre va aider la filière, etc. Et certains ont commencé à revoir leur technique, ont arrêté d'écouter les racontars et les mensonges que leur disaient certains fabricants d'additifs. Ils leur disaient attention, si vous ne mettez pas ça, vous ne pourrez plus les vendre, c'est obligatoire, c'est bien, c'est pour protéger le public, etc. Ils ont lu mon livre. Ils se sont renseignés eux-mêmes, ils sont allés voir leurs anciens, ils ont compris que les arguments que je développais, ce n'était pas juste des fantasmes que j'avais imaginés, mais que tout était sourcé, que j'étais allé justement retrouver des textes anciens, par exemple dans les années 60, où les meilleurs spécialistes de la charcuterie expliquaient déjà comment on fait par exemple du vrai jambon de Bayonne. Comment on fait du vrai jambon de Bayonne? On n'a rien inventé. Mais voilà, en fait, si tu veux, pour faire du vrai jambon de Bayonne, tu prends de la viande de porc, des cuisses de porc et du sel. Et tu respectes par contre certaines conditions spécifiques en termes de froid, en termes de longueur de maturation, en termes de propreté, d'hygiène, etc. Et ça va vous donner un super produit. Les charcutiers de toute taille, les PME ou même les gros industriels, ils ont bien compris qu'en fait, c'était plus intéressant de fabriquer des charcuteries sans additifs qui les rendent toxiques, plutôt que continuer à faire comme on leur disait de faire. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est pour ça qu'on a fait le deuxième livre, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur bien informé
qui sait lire les étiquettes et qui a un peu un guide de voyage pour savoir comment se repérer, et qui a un peu sa loupe pour lire les étiquettes, eh bien il peut tout à fait trouver des charcuteries de bien meilleure qualité. Exactement, et en tout cas, tout est expliqué dans Nitrite, dans la charcuterie Le Scandale. Il est sorti il y a peu de temps, février, voilà, juste avant le printemps, voilà. En tout cas, il est chez HarperCollins. J'aurais te demander juste une chose aussi, les industries ont-ils accepté d'ouvrir les portes facilement? Non, parce qu'il y a une... ça dépend lesquels. Il y a les charcutiers industriels. On ne dit pas de non. Oui, alors, donc il y en a certains avec qui j'ai de très bonnes relations directes, certains, mais c'est plutôt à titre individuel, d'accord? Oui. Donc par exemple, tel directeur marketing, tel responsable, etc. Là, on peut se parler en sincérité. J'ai beaucoup de contacts à l'intérieur des fabriques, aussi bien au niveau des représentants de syndicats que des ingénieurs, etc., voire des directeurs marketing, etc. Après, la question de l'affichage, ouvrir les portes à titre individuel pour parler ou bien pour m'expliquer des trucs au téléphone ou bien lors de rencontres quand j'enregistre ou quand j'enregistre pas, oui. Par contre, être à l'image, ça c'est toujours beaucoup plus compliqué. Il y a toujours beaucoup de raisons pourquoi ils ne veulent pas monter. Ça a été beaucoup plus dur, même avec Élise Lucet. Ah mais c'est toujours très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que certains industriels cherchent à interdire l'accès à certains aspects. C'est comme, tu sais, si tu veux essayer de rentrer dans un abattoir, pour filmer dans un abattoir, il va falloir faire des efforts. Oui, et vraiment remonter les manches, ça va pas être évident. Bah, c'est toujours compliqué. Le problème, c'est que c'est toujours aujourd'hui, la position des charcutiers industriels, c'est de faire deux gammes. Une gamme avec additifs cancérogènes, une gamme sans additifs cancérogènes. Quel choix? Ben, en fait, c'est juste un choix. Eux, ils veulent faire les deux gammes. Une gamme premium, pour ceux qui sont informés, et puis une gamme pour le tout venant, pour les gens plus modestes, pour les gens qui sont à 3 centimes près quand ils sont en train de remplir le caddie, parce qu'on est dans une période d'inflation. Alors justement, dans les grandes surfaces, il y a des petites enseignes, il y a des grandes enseignes, il y a des endroits où c'est on va dire des bas prix. Et souvent, les bas prix font beaucoup plus d'efforts que dans les grandes surfaces. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce mouvement? Bah, c'est ça qui est compliqué, en tout cas sur mon sujet, donc le problème du choix du consommateur, c'est que c'est contre-intuitif, justement. Il faut lire l'étiquette, mais l'étiquette, elle est, pour te donner un exemple, donc il arrive, par exemple, sur le jambon de Bayonne, jambon sec, type jambon de pain. J'ai bien compris que t'aimais bien le jambon de Bayonne. Non mais bon, en fait, jambon sec, tous les jambons rouge foncé, tous les jambons couleur foncée, jambon sec, jambon cru, d'accord? En gros, il y a deux grandes catégories, il y a jambon sec, jambon cru, ça c'est des produits plutôt rouge foncé, Bordeaux, type jambon de Bayonne, jambon de Parme, jambon fumé, etc. Puis il y a les jambons cuits, jambon blanc, jambon rose, tous les produits, donc jambon de Paris. Bon, je prends l'exemple du jambon sec, jambon cru, parce qu'il est très typique et puis tous les Français, la plupart des Français en consomment. Ici, par exemple, ceux que j'ai vus sur le stand ce matin, ils en consommaient tous. Là, c'est contre-intuitif, parce que des fois, vous allez trouver dans des magasins un jambon de Bayonne ou un jambon sec avec une belle étiquette traditionnelle, un prix très élevé. Et en vous disant, bah, puisque je paye cher, ça doit être un produit de bonne qualité. Eh ben non, pas du tout. Ben pas du tout. En fait, vous allez trouver en discount, ou bien même dans les marques distributeurs, dans une grande surface, un jambon de bien meilleure qualité nutritionnelle et bien meilleure qualité d'un point de vue impact santé, parce que tout simplement ils n'ont pas d'additifs nitrés, simplement il faut savoir comment le repérer. Et donc le bouquin, ce livre-là, le deuxième, là, est justement... Il est beaucoup plus complexe. Il est à ce côté pratico-pratique, j'ai envie de dire, justement un peu d'être une sorte de guide de voyage, guide de survie dans les rayons. Parce qu'on parle de ça, mais on peut aussi parler des fruits et des légumes. Justement, les gens ils disent ah, tiens c'est moins cher, mais en fait il faut regarder le prix au kilo. Ben voilà, c'est ça aussi, c'est de regarder les dire. C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'on se dit c'est moins cher, mais en fait c'est une question d'étiquette. Bien sûr, on revient à tout, que ce soit même les produits d'entretien, les produits de tout produit. Je pense que il faut lire les étiquettes. Il faut lire les étiquettes, mais pas entre les lignes, vraiment les lire. Il y a une chose, la deuxième enquête sur les additifs publiée par Foodwatch.
les lobbies, les fabricants, donc en fait, ils retardent la suppression des additifs pour des soucis de revenus financiers. On en parlait un petit peu au début de l'émission. Est-ce que tu peux m'expliquer où on en est à la date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire vraiment ce qui s'est passé il y a peu de temps? Tu me disais, Andel, il y a un mois ou deux, ça y est, on peut dire, on a un peu, vous avez gagné. Alors on a gagné, mais donc c'était... Enfin, c'est pas de gagner, mais on a gagné, on a réussi à... On va dire la vérité. La vérité. Il y a une petite victoire, en tout cas par rapport au camp qui souhaitait qu'on mette toute la problématique additifs nitrés sous le paillasson et qu'on n'en parle pas. Il y a tout un camp qui voulait l'omerta. En gros, pour faire court, il y a quelques années, l'application nutritionnelle bien connue de vous tous, de la plupart, qui s'appelle Yuka, donc qui est une invention française, qui est une jeune pousse française qui a beaucoup de succès, qui a été installée par des millions d'Européens. Yuka, qui est une appli donc sur les téléphones, qui permet juste, avec un scan, de trouver la composition et puis une sorte de recommandation. Eh bien, Yuka avait, très justement, d'une part, appelé à l'interdiction des additifs nitrés, nitrate nitrite, renvoyé vers une pétition commune avec la Ligue contre le cancer et l'association Foodwatch. Donc il y avait une pétition avec des centaines de milliers de consommateurs qui demandaient aux autorités françaises d'interdire les additifs nitrés. Eh bien, Yuka avait sur son application fait la promotion en fait de cette pétition. Eh bien, le syndicat des charcutiers industriels et deux fabricants importants, l'un de jambon cuit installé à Aix-en-Provence, l'un de saucissons installé en Corrèze, eh bien ces charcutiers industriels et leurs syndicats ont décidé d'attaquer Yuka en justice en disant que c'était un appel au boycott, que c'était de la concurrence déloyale, etc., etc. Ils avaient été condamnés en première instance par les tribunaux de commerce, sans entrer dans les détails juridiques. Et heureusement, donc, à partir de décembre dernier, puis de nouveau 3 fois, ça a été confirmé là, dans les derniers mois, d'abord à Aix-en-Provence, puis à la cour d'appel de Limoges, puis à la cour d'appel de Paris il y a un mois, eh bien, les juges ont jugé, ont décidé qu'il était autorisé à Yuka de dire clairement que oui, il y avait bel et bien des risques suspectés de cancer liés à l'utilisation des additifs nitrés. Donc il y a eu, pour moi ça a été une vraie victoire de la vérité, du camp de la vérité contre cette espèce d'idée qu'on pourrait mettre une vérité scientifique sous cloche. Il est quand même important justement, donc on pourrait en fait, les industriels peuvent se passer de nitrite. Totalement. Il y a tous les produits. Vous pouvez voir d'ailleurs, si tu veux, aujourd'hui, même une marque comme, j'ai le droit de citer des marques. Allez, 3 marques. Alors même une marque comme Cochonou, par exemple, bon, c'est du saucisson. Alors il y avait déjà des marques de saucissons un peu haut de gamme qui faisaient du sans nitrate, sans nitrite. Ben, aujourd'hui, même une marque comme Cochonou, ben, ils ont toute une gamme sans nitrate, sans nitrite. Bon, encore une fois, le jambon sec, simplement il faut faire attention, c'est pas toujours, par exemple en bio, ce que je raconte, je consacre le dernier chapitre du deuxième livre à la problématique du bio, qui pour moi est totalement scandaleuse. En fait, la réglementation européenne, elle interdit les additifs nitrés dès lors que l'on peut s'en passer. La réglementation européenne est très claire, très très claire. Et bien pourtant, en France, les fabricants de bio ont encore le droit de mettre du nitrate et du nitrite, surtout pour la couleur. Donc heureusement, comme on a mis la pression dessus, il y a un député qui s'est engagé de façon très forte, un député centriste, donc voilà, c'est pas un extrémiste, il s'appelle Richard Ramos, en Loiret, il a fait de ça un combat très personnel, il s'est déchaîné, il s'est dépensé sans compter pour faire interdire les additifs nitrés. Eh bien, Ramos et ses collègues députés ont obtenu par exemple de Biocop que Biocop dise bon ben voilà, nous on va interdire l'utilisation, on va totalement interdire l'utilisation des additifs nitrés dans nos produits. Donc maintenant par exemple chez Biocop, il n'y a aucun produit sous marque Biocop qui est nitraté ou nitrité. Surtout lire les étiquettes. Alors j'ai une dernière question, les industriels continuent-ils à financer des enquêtes incomplètes pour se protéger? Plus que jamais, plus que jamais. Le grand drame aujourd'hui sur cette question,
c'est que vous savez, les manœuvres des industriels, souvent justement on se dit bon, ça va être facile à détecter parce que c'est gros comme une maison, leurs petites astuces, ils fabriquent un peu comme l'avaient fait les fabricants de tabac au moment où ils voulaient nier le fait que fumer la cigarette n'était pas bon pour la santé. Bon, eh bien aujourd'hui les industriels aujourd'hui en charcuterie, ils ne donnent pas de l'argent à des gens qui vont venir dire manger de la charcuterie nitrée, c'est bon pour la santé. Ce qu'ils font en revanche, c'est qu'ils financent des travaux qui sont menés par des laboratoires publics auxquels vos impôts, nos impôts... Un petit peu comme les laboratoires pharmaceutiques. Un petit peu, mais si tu veux, c'est ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs qui, historiquement, étaient indépendants et avaient le droit de dire la vérité sur les additifs nitrés, eh bien, ils sont devenus, pour certains d'entre eux, les complices volontaires ou involontaires du statu quo. Et donc on a, alors là, excuse-moi, mais je ne dirai pas de nom parce que là on est sur des problématiques et mon avocat n'est pas à côté de moi, mais on a aujourd'hui, et c'est très pathétique en fait, des laboratoires publics européens ou français qui, en étant financés par les laboratoires, par les industriels de la charcuterie, se font les complices de l'inaction. Eux, et puis eux, ça les arrange, si tu veux. Eux, ils viennent d'obtenir... Ils disent, bon, continuez à en chercher, on va trouver des solutions. Ils font croire qu'il n'y a pas déjà de solution, alors qu'en fait, les solutions, elles sont déjà dans les supermarchés. Et eux, ça leur permet de faire tourner leur laboratoire. Et puis, en science, il y a toujours d'autres choses à aller chercher. Et tu comprends, il est toujours possible de continuer à affiner un peu la connaissance sur tel point. Et alors voilà, ces chercheurs... Et bien voilà, donc il y a des chercheurs qui, à l'origine, j'ai envie de dire, étaient des gens qui s'étaient engagés dans cette profession de recherche scientifique en toute sincérité ou en toute honnêteté, et qui, de fil en aiguille, se transforme malheureusement, j'en ai bien peur, dans certains pays, en mercenaires au service du statu quo, au service de l'industrie des aliments cancérogènes. Pour toi, dans combien de temps, toute son vie à la date d'aujourd'hui, tout est en train de se... Il y a un nouveau monde. Ça peut durer longtemps, ça peut durer peu de temps, à peu près cette crise. Il y a deux solutions. Hein. Les industriels de la charcuterie spéculent sur le fait qu'à un moment, tout le monde va se lasser et qu'on va passer à autre chose. Ce que je raconte dans le livre, c'est que cet épisode, il s'est déjà un petit peu passé. Aux États-Unis, dans les années 70, oui, les autorités sanitaires déjà voulaient interdire les additifs nitrés. Et puis, était arrivé, alors ça remonte, mais a été arrivé une sorte de pouvoir ultra-libéral au pouvoir. C'était l'administration de Ronald Reagan qui avait tout enterré, qui avait dit on arrête de parler du nitrate et du nitrite et on autorise maintenant tous les additifs autant qu'on veut, et à tel point que le chef du lobby des viandes nitrées était devenu ministre de l'Agriculture américain. Donc ça, c'était dans les années 70. Ben, imaginez qu'aujourd'hui, il y a des petits malins, des petits coquins qui, au niveau, en France, du ministère de l'Agriculture, se disent il va se passer la même chose. On laisse c'est quoi la formule? Les chiens aboient, la caravane passe. Ils se disent qu'ils nous auront à l'usure. Moi, je crois que non. Je crois que ça ne va pas marcher cette fois-ci. Aujourd'hui, il y a tellement d'énergie anti-nitrite, aussi bien du côté des fabricants qui travaillent proprement, que des politiques, que de Foodwatch, que de la Ligue contre le cancer, de Yucca, etc., que je pense que voilà, le courant est engagé, le mouvement est engagé. Une fois que le monopole de l'industrie agrochimique aura terminé, sera un peu affaibli sur certains décideurs au niveau européen ou français, eh bien, on pourra tout à fait bannir ces additifs cancérogènes qui sont inutiles. Alors, j'ai une question aussi qui est importante, parce que Élise Lucet, tout le monde connaît justement, Cache Investigation. Comment s'est passée cette collaboration? Parce que Élise, on connaît son franc-parler, sa détermination. Comment s'est passée justement cette collaboration avec elle, avec Élise? En fait, l'idée, c'était d'utiliser de faire appel à la voix extrêmement puissante et
qui porte loin d'Élise Lucet pour mettre cette problématique nitrate-nitrite sur la table. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la même chose si dans votre coin vous faites une révélation sur un scandale, vous lancez l'alerte, ou bien si c'est la même, ou si l'alerte est lancée par Élise Lucet devant 2 millions de spectateurs sur 1 heure de prime time sur France 2, ben ça n'a pas le même impact. Donc c'était ça l'objectif, et c'est en ça que ça a eu un impact colossal. C'est-à-dire que c'est vrai que ces émissions comme ça, de grande audience, de dénonciation, de révélation, de scandale, sont de ce point de vue vraiment de salubrité publique. En tout cas, c'était une belle réussite, puisque Guillaume Coudray, vous écrivez les cochonneries, comment la charcuterie est devenue un poison. Voilà, un livre à lire absolument, le deuxième nitrite dans la charcuterie, le scandale, HarperCollins. Voilà. Magnifique livre, il faut tout savoir, il faut tout nous dire. Je voudrais finir par quelques mots. Est-ce que Guillaume, vous connaissez le questionnaire de Proust? Je vous écoute. Un questionnaire de Proust, c'est quel est votre principal trait de votre caractère? Passionné. Passionné. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ou une femme? L'engagement. L'engagement. Et chez vos amis aussi? Votre principal défaut? L'impatience. L'impatience? L'impatience. Ah, j'avais compris autre chose. Votre occupation préférée? Mon occupation préférée? Oui. Rêver. Rêver. Et le don de la nature que vous voudriez avoir? Voler. Voler. Pour partager, pour voyager, pour... Juste pour être en... Les oies sauvages? Pour être libre dans les airs. Oui. Libre dans les airs. Votre devise? Je peux avoir mon devise. Labor omnia vincit. Le travail vient à bout de tout. À bout de tout. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? La liberté. La liberté. Merci. Merci à vous. Merci Guillaume Coudray. Merci encore d'être sur ce salon Notre-Dame de Lille. C'est marrant parce que ce titre est magnifique, Notre-Dame de Lille. À Notre-Dame de Lire, ils ont voulu faire un jeu de mots. Moi j'adore les jeux de mots justement. En tout cas, c'est le 5e salon avec 40 auteurs. On vous dit à très bientôt pour la prochaine interview. Merci encore. Ciao, ciao, ciao.